considéré le fondateur de la science de la complexité. Quel est l'objet de ce domaine de recherche? Fondateur, c'est beaucoup dire, parce que j'ai réuni des connaissances que d'autres ont apportées. Mais enfin, disons que je suis un promoteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, nous sommes confrontés à des réalités qui sont mêlées les unes aux autres. Et en réalité, la complexité, la connaissance qu'on donne dans les écoles est une connaissance qui coupe les réalités en petits morceaux et les sépare. Et la complexité est un défi à la connaissance. Et c'est avant tout un défi. Nous ne pouvons pas comprendre les choses qui sont trop liées. C'est comme la mondialisation. Il y a des interactions économiques, sociologiques, religieuses, de toutes sortes. Et donc, c'est des choses qu'il faut savoir relier. Or, la connaissance complexe est une connaissance qui veut relier les savoirs séparés pour avoir une vision plus véridique et plus juste des réalités. Autrement dit, nous sommes dans un monde complexe où les choses sont liées et sont mêlées. Notre connaissance tente à les séparer et il faut une connaissance supérieure qui, à nouveau, relie en utilisant les connaissances séparées. Vous défendez un système d'éducation qui rassemble les disciplines jusqu'à aujourd'hui séparées, visant à la conception de sciences qui puissent mieux traduire la vie et la complexité du monde. Pourquoi cette reformulation scolaire tellement nécessaire et pourtant toujours si difficile à faire? Parce que il y a une résistance des esprits qui sont convaincus que la seule connaissance valable ne peut se faire qu'à l'intérieur d'une discipline. Et la résistance des institutions qui sont figées, donc cette double résistance, et dans le fond, c'est l'obstacle principal. Et pourtant, nous savons qu'il y a quand même un peu partout des esprits qui savent très bien qu'il faut relier les connaissances. Et je pense que toutes les grandes transformations viennent toujours de l'action féconde d'une minorité. Il faut comprendre que aussi bien les grandes religions comme le christianisme, elles sont nées d'un individu qui était Jésus et qui pendant son époque n'a pas été compris. Et il faut dire que les grandes idées ont toujours été méconnues dans le départ. Il faut penser que quand Copernic a dit que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, il n'était pas compris. Donc, si vous voulez, au début, l'initiative des idées nouvelles, importantes, créatrices, elle est toujours difficile. Il faut qu'elle réussisse à gagner un secteur de l'opinion et qu'à ce moment-là, le mouvement se fasse et les transformations. La seule chose que l'on puisse savoir, c'est que finalement, malgré la tendance à l'immobilisme, le monde change. Mais là, cette fois, il faut apporter l'innovation créatrice qui est une nouvelle école. Quelle est l'importance des droits de l'homme pour l'éducation? Je pense que l'éducation doit enseigner le respect d'autrui, quelle que soit son origine, sa condition sociale, son sexe, son âge. Et je pense que dans le fond, il y a cette idée qui est très très importante. Chaque être humain a besoin d'être reconnu
par les autres dans son humanité. Et vous savez que la chose la plus grave dans toutes les sociétés et dans les nôtres, c'est quand les êtres humains sont traités comme des objets, sont manipulés. Et aujourd'hui, avec le calcul et les statistiques, on ne voit plus les êtres humains, on voit des quantités. Or, reconnaître autrui, c'est un devoir, et reconnaître son humanité, reconnaître qu'il est à la fois semblable à nous et différent est important. Et ça, c'est le fondement des droits humains. Les droits humains, c'est les droits de l'homme, c'est le droit de la femme et c'est aussi le droit de l'enfant. Et je crois qu'une fois qu'on a l'idée qu'il faut reconnaître d'autres dans sa réalité humaine, qu'il est à la fois comme nous, tout en étant différent, là, nous avons une éducation pour développer la reconnaissance des droits humains. Il n'a pas suffi dans l'histoire que la Révolution française proclame les droits de l'homme pour qu'ils soient réalisés. Il a fallu beaucoup de siècles pour que l'on commence d'abord pour que l'esclavage soit supprimé, qui est une des plus grandes offenses qui soient aux droits humains. Et encore aujourd'hui, les droits humains sont déniés à une grande partie de la population dans le monde, sur notre planète. Donc l'école doit contribuer à nous humaniser. Nous humaniser, c'est humaniser autrui. Ne pas considérer l'autre comme une chose, comme un objet, au contraire, comme un animal, comme un chien. C'est ça la condition préliminaire de toute morale. Elle demande si elle peut vous poser une question de plus. Oui. Est-ce possible? Ok. Après tout, je fais pour... Compte tenu du rôle de l'enseignant et des impacts de la technologie, quelles sont les nouvelles demandes de la société par rapport à l'enseignement et à l'apprentissage? Je pense que l'enseignement doit effectivement devenir une partie professionnelle et que cette partie professionnelle doit correspondre aux besoins techniques de la société aujourd'hui, l'information, Internet, toutes ces nouvelles techniques. Mais il ne faut pas que l'enseignement soit réduit à la formation et à la satisfaction des besoins de l'université. Parce que l'université, l'école, elle est porteuse aussi d'une culture qui a plusieurs siècles, parfois plusieurs milliers d'années. Et cette culture, elle doit la transmettre à l'avenir. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement adapter l'école à la société, il faut adapter la société à l'école et surtout à l'université. Donc, si vous voulez, il ne faut pas oublier que former les jeunes, c'est pas seulement former des techniciens, c'est former des êtres humains qui vont essayer de vivre, de s'épanouir en tant que personne et de s'épanouir en vivant dans une communauté d'amour ou d'amitié. C'est ça l'important. Donc, si vous voulez, la formation professionnelle ne doit pas submerger et ne doit pas elle-même accaparer le fondement humain, humaniste, culturel de l'enseignement. L'enseignement fournit avant tout une culture. Et c'est sur la base de cette culture qu'après, on forme les professions. Écoutez, laissez-moi lire les questions, comme ça je verrai celle à laquelle j'ai envie de répondre. Non, il n'y en a plus qu'une, vous avez répondu à toutes les questions. Il y a juste celle-là qui manque. Ah, j'ai répondu. Bon. Alors, je vais juste la lire parce qu'ils en ont besoin. Dans une interview que vous nous avez accordée il y a 10 ans, on y trouvait l'espoir que les subjectivités puissent se servir des nouvelles techniques. Est-ce que nous avons réussi à l'atteindre et dans quelle mesure? En partie, vous savez, si je prends par exemple Internet, je crois les ordinateurs, il est évident qu'il y a toute une partie de nous, de notre personne, qui dit, moi je vois par exemple pour moi,
depuis que j'utilise l'ordinateur, c'est-à-dire depuis 1984, mon travail d'auteur, d'écrivain est beaucoup plus facile. Parce qu'avant, j'écrivais en manuscrit, je faisais dactylographier, je corrigeais mon dactylographié à la main, je refaisais dactylographier. Maintenant, comme vous savez, avec les techniques de l'ordinateur, de couper, coller, tout ceci rend les choses. Donc, si vous voulez, ça fait aussi, il faut dire que pour moi, le téléphone mobile est une chose merveilleuse. Je peux parler avec la femme que j'aime de Rio à Paris. Mais il y a même une étudiante brésilienne qui fait une thèse qui s'appelle amour.com. C'est-à-dire que toutes les relations amoureuses, amicales sont favorisées. Mais il faut dire aussi que ces techniques ont un aspect négatif. Aujourd'hui, nous savons que les États peuvent contrôler toute la vie d'un individu. On peut me contrôler quand je lis un journal dans la rue. On peut enregistrer toutes les conversations que j'ai faites par Internet. On peut contrôler tout ce que j'ai écrit par Google. Aujourd'hui, on a l'impression que, comme dans le film Matrix, il y a une énorme machine qui peut contrôler tous les individus et contrôler toute la société. Mais fort heureusement, nous voyons qu'il peut y avoir quelques individus qui peuvent apporter une résistance à ça. Il suffit d'un esprit qui a un esprit un peu mathématique pour décrypter les secrets du Pentagone ou du département d'État aux États-Unis. C'est l'histoire de M. Dessange. On a vu que Snowden, un individu, a pu faire connaître, grâce à Internet, des secrets politiques qui étaient cachés. On voit, si vous voulez, on retrouve la lutte de David contre Goliath. On retrouve le fait que, comme dans le film Matrix, quelques individus peuvent nous aider à résister à cette grande machine. Cette machine peut nous asservir, mais elle n'a pas encore asservi nos esprits. Et tant que nos esprits restent libres, ben nous sommes capables de résister. Ça, c'est pour les côtés négatifs de ces moyens de communication qui permettent le contrôle. Mais le côté positif, c'est que ça nous permet de nous lier, de comprendre avec les gens que nous aimons et de chercher le savoir que nous savons. Donc, vous voyez, il faut voir, c'est ça la complexité. Ce sont les deux aspects contraires d'une même chose. C'est le bon côté et c'est le mauvais côté qui sont inséparables. Parce que si on supprime la liberté d'Internet, vous supprimerez beaucoup de choses positives. Mais si vous laissez la liberté, vous laissez beaucoup d'ordures et beaucoup de boue qui passent à travers Internet. C'est ça la nous devons, si vous voulez, je termine sur cette idée importante. La complexité, c'est de voir que tout n'est pas noir, que tout n'est pas blanc, que le monde est épais et qu'il y a un mélange de ces choses-là, que la mondialisation, la société, la civilisation ont des aspects négatifs et des aspects positifs. Et si vous voyez ça, vous êtes mieux capable de bénéficier des aspects positifs et de lutter contre les aspects négatifs. Voilà.